Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Première interview d'une série de rencontres au festival Paris et Ludique 2023 avec Cédric Boucher, alias Capitaine Meeple. En 2018, il a l'idée complètement folle d'organiser en seulement quelques mois une croisière ludique en Méditerranée. Depuis, plus de 600 joueurs passionnés ont goûté à l'expérience Capitaine Meeple. Le prochain embarquement est prévu le 23 septembre au départ du port de Marseille. Moussaillon, bienvenue à bord de ce nouvel épisode. Alors je suis avec Cédric, Capitaine Meeple. Ça me fait très plaisir de te voir sur ce podcast. Bienvenue. Merci Stéphanie, bienvenue à toi également. Ravi de t'accueillir. Eh bien écoute, je ne sais pas si je dis capitaine ou si je dis Cédric. Qu'est-ce que tu préfères ? Tu peux dire Cédric, tu peux dire capitaine. Je me suis habitué à ce qu'on m'appelle maintenant beaucoup capitaine en fait. Ouais, voilà. C'est ça. Alors dis-moi, capitaine, comment est née cette histoire de Capitaine Meeple ? Raconte-moi un petit peu les débuts. Alors les débuts, c'est très simple. On est en 2018 et moi je passe pas mal de temps en tant que visiteur dans les festivals et je constate globalement qu'avec l'engouement et le développement, les festivals deviennent un peu à l'étroit et les conditions de jeu sont plus optimum. On patiente pour avoir une place à une table. Quand on est avec un groupe d'amis, parfois on est obligé de se séparer pour jouer ensemble. Il y a du bruit. Et donc je me dis c'est quand même un peu dommage. Et surtout ce que je constate, c'est que autant j'adore continuer à déambuler dans les allées, rencontrer, discuter, autant je prends moins de plaisir à jouer. Okay. Et puis de cette frustration, je me dis c'est quand même dommage, finalement qu'est-ce qui manque ? Et puis dans le même temps, moi j'ai la chance d'organiser régulièrement chez moi ou d'être invité à des week-ends jeux. Puis de temps en temps, même parfois des semaines de jeux de société, et où là, on prend le temps de redécouvrir tout ça. Et je me dis, un week-end, c'est trop court. À la fin du week-end, on est frustré, on n'a pas eu le temps de jouer à tout ce qu'on voulait. Une semaine, c'est chouette. Mais une semaine, c'est plus un week-end et du plaisir, ça devient des vacances. Exactement. Et donc, ça veut dire que ça se planifie, ça doit parfois se négocier au sein d'un couple. Donc, je me dis, comment on peut emmener sur cette durée-là des gens jouer ? Et comment on peut justifier qu'on pose une semaine de vacances et pas forcément que pour jouer. Et dans ce cas-là, tu dis, tu pars en vacances, tu fais des voyages, tu fais du tourisme, tu panaches. Et donc, on s'est dit avec quelques camarades, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à imaginer pour mettre en commun notre passion de tous les jours qu'on emmènerait pendant notre semaine de vacances ? Ok. Et après, il se trouve que moi, j'adore la mer. J'ai eu la chance de faire pas mal de voiles quand j'étais plus jeune. Je suis attiré par cet élément. Et donc, à un moment, mon cerveau me dit, mais la croisière, c'est quand même un truc qui pourrait être génial. Parce qu'une des particularités quand tu navigues, c'est que tu es sur des temps longs. La navigation, elle prend du temps pour aller d'un port à un autre. Et puis, c'est magique. Un joueur, tu lui donnes du temps, il fait quoi ? Il joue. Voilà. Donc, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas emmener des jeux de société et des joueurs de jeux de société sur un bateau, profiter des escales et jouer entre les escales. Donc voilà le point de départ. Ouais, donc là, ça y est, t'as le point de départ, justement. Et comment tu lances tout ça ? Parce que c'est bien de l'avoir dans la tête, mais mine de rien, c'est du taf. Alors, maintenant, on peut vous le dire que vous nous faites globalement confiance et que vous avez l'impression que ce qu'on organise est plutôt chouette. Je lance le truc. Pour l'anecdote, alors c'est marrant, on est à PEL. Et PEL, c'est un clin d'œil parce que 24 et 25 juin 2018, on a l'occasion de mettre une page de pub dans le magazine qui était distribué à l'entrée. À l'époque, c'était, je crois, le Trick Track Mag, qui a été remplacé par Aquiltour. Et donc, on a une opportunité, 500 €, il y a un éditeur qui s'est désisté, on peut mettre une page de pub. Donc, on y va, on bombarde, on distribue le magazine à l'entrée. Et en fait, on n'était encore jamais monté sur le bateau. Mais il y avait déjà la pub. Le bateau, on l'a visité le lendemain de PEL, le 26 juin 2018, où on est parti à Barcelone pour monter pour la première fois sur le bateau et se dire, maintenant, comment on s'organise. Voilà, donc tu as fait la com avant de faire vraiment l'organisation. T'es un dingue. Quoi. Moi, je suis un peu un dingue. Alors, heureusement, dans l'équipe, j'ai des gens qui sont là pour me canaliser, mais ouais, sur ce genre de truc, j'ai rarement beaucoup de limites. Et du coup, sur ce premier PEL, tu as déjà des gens qui viennent te voir en disant, on monte à bord ? Ah, mais c'est un truc de fou, en fait. C'est-à-dire que nous... on pensait qu'on allait être un peu dilué dans l'info. Comme on s'y était pris très tard, puisque le projet, on a commencé à le lancer en février. Et à y réfléchir sérieusement, à identifier le partenaire Costa.
regarder comment on organise des croisières à thème. On n'a pas eu le temps de s'inscrire pour avoir un stand à Paris et Ludique. D'accord. Donc en fait, on distribue des flyers devant les grilles. Ok. D'ailleurs, pour la petite histoire, ils nous trouvent un peu culottés, les orgas. Alors comme il faisait super chaud, on avait amené de la crème solaire, un parasol, donc finalement on faisait de la prévention. On distribuait le magazine pour le mettre dans la main des gens avec qui on rajoutait un flyer à nous. Et donc c'est hyper bien passé parce qu'on leur disait vous avez un plan, voilà. On leur expliquait un peu PEL, pour ceux qui ne connaissent pas. C'était un stand de prévention solaire pour les vacances. Exactement. Et donc comment on organise, on essaye de comprendre comment fonctionne une croisière à thème. Et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sur des bateaux de cette nature-là. Ok. Et c'est quelque chose de très particulier parce que quand tu es sur le bateau, d'abord, en fait, tu es un passager client. Même nous qui organisons, donc on est considérés comme des clients. Donc ça veut dire que en fait, le bateau est entre guillemets à nos petits soins. Et typiquement, nous, on a une logistique qui est géniale sur le bateau. On n'a pas le droit de porter un colis, un carton. C'est le personnel du bord qui fait tout pour nous. Ah ouais, ok. Donc c'est génial. Ça, c'est très cool. confortable. Ça, c'est confortable. Donc voilà. L'autre chose en revanche, c'est qu'il faut qu'on cohabite sur le bateau avec tous les autres passagers et surtout qu'on intègre très rapidement toutes les contraintes. Et les contraintes sur un bateau, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de place et que les espaces, s'ils sont présents dans le bateau, c'est qu'ils ont une fonction. Donc ça veut dire qu'au moins à un moment de la journée, ils vont être utilisés pour telle ou telle activité. Ok. Et donc, il faut qu'on soit super souple, super agile et en fait très très light. On ne peut pas installer des barnums, on ne peut pas installer des PLV, on ne peut pas mettre des kakémonos. Voilà. Et très vite se pose la question de où est-ce qu'on met les jeux, puisqu'on avait un petit millier de jeux sur la première édition. Parce que à un moment, on leur dit c'est pas grave, on va amener des Kallax. La Kallax, ça parle à tout le monde. Sauf que là, il faut que tu envoies la fiche technique. Puis on te dit, non, un meuble Kallax n'est pas aux normes de prévention incendie, donc il n'est pas habilité à monter sur le bateau. D'accord. Mais comme le bateau, on doit le partager, je ne peux même pas mettre un scotch quelque part et mettre une affichette. Parce que sinon, le bateau, il va le nettoyer dans les 2 heures qui suivent. Donc voilà, c'est tous ces petits détails. Et donc finalement, on se recentre sur les activités ludiques. C'est où est-ce qu'on a des espaces qui nous sont dédiés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou bien est-ce que sur des plages horaires, on va avoir accès à tel ou tel lieu du bateau, parce qu'à ce moment-là, le bateau n'en a pas besoin. Et c'est comme ça se négocie comme ça, du coup ? Ouais, ça se négocie. Alors en sachant que par contre, il y a un principe qui est génial, c'est que par défaut, ils vont te dire, tout ce dont on n'a pas besoin à tel ou tel moment, vous pouvez vous en servir, puisque de toute façon, c'est sur le bateau, le personnel technique est là, le matériel est là, donc c'est à disposition. D'accord. Et donc, on avait une énorme salle de spectacle de 1400 places. Et très clairement, le bateau nous a dit, quand il n'y a pas nos spectacles, quand nos équipes artistiques ne sont pas en répétition, est-ce que vous voulez utiliser la salle de spectacle ? Et dans ce cas-là, on a une régie professionnelle de malades, on a une équipe de techniciens qui sont à disposition, et donc les choses se mettent en place comme ça. Et qu'est-ce que tu fais avec une salle de spectacle Alors, tu peux par exemple diffuser un film. Ok. Mais j'aurais voulu proposer à mes passagers de monter un spectacle et de faire le show sur scène. Ça aurait pu être possible. D'accord, ok. Alors là, 1400 places, tu le fais pas, mais dans le bateau, tu as aussi des plus petits amphithéâtres ou espaces scéniques qui sont prévus de 20, 30, 50 personnes. Et donc, c'est comme ça que la première année, on a dans un des restaurants avec une scène organisé un concert pirate avec un groupe qui s'appelle 4 pièces de 8 qui était venu pour l'ambiance jouer sur le bateau leur spectacle, et le dimanche de l'embarquement c'était la Saint-Patrick, donc ils avaient animé en mode Irish music, folk, sympa. Et puis le samedi on avait le Naël Band qui était venu faire le concert de clôture. D'accord. Et donc ils avaient trouvé délirant d'utiliser la scène qui servait à plein d'animations, qui était juste à côté de la piscine indoor du bateau, au pont 14 je crois, et donc on a eu un show Naël Band que pour nos passagers à cet endroit-là. Concert privé quoi. Et donc c'était très drôle parce qu'ils avaient fait venir leur ingénieur du son qui techniquement n'avait pas le droit de toucher au bouton de la console parce que ça fallait que ce soit fait par le personnel du bord. C'est fou, Toujours ça. pareil parce qu'on est des clients, on n'est pas un prestataire du bateau. D'accord. Voilà. Vous avez un peu de double casquette pour le coup sur un événement comme ça. Ouais, on peut dire ça. Voilà. Pour un Donc, capitaine, c'est cool. Voilà, donc c'est cool. Donc, mais voilà, donc il faut toujours trouver sa place. Ouais. Et donc il faut surtout faire attention à ne pas vouloir forcément plaquer des choses dont on a l'habitude dans des festivals de jeux classiques qui ont lieu à terre.
en se disant on va faire comme ça sur le bateau, juste parce que ça ne fonctionne pas facilement. Donc première croisière, du coup, quelle année? Alors 2019. 2019. Ouais, on part du 16 au 23 mars. On est 250 passagers. Voilà, et alors pour le coup, un peu des fous furieux qui sont partis vraiment sur l'idée, le concept, le délire. Quelques-uns qui nous connaissaient personnellement et qui savaient que nos expériences en matière d'organisation ludique, plutôt dans le monde du jeu de rôle dans la nature, faisaient que normalement on pouvait a priori nous faire confiance. Mais voilà. Mais comme c'était un chantier énorme pour nous et qu'on découvrait également, je vais être très honnête, sur la première croisière, on a des passagers qui nous ont quand même avoué qu'ils sont arrivés au pied du bateau, ils ne savaient pas trop où ils mettaient les pieds, parce que pour le coup, on n'avait pas non plus beaucoup communiqué pour leur dire ce qui était prévu. Donc il y a quand même une petite bande de fous, de passagers au départ aussi, finalement. Et combien de passagers, combien de croisiéristes Alors là, on a dépassé les 600, puisque la première, on était 250. Et puis donc après le Covid est arrivé, donc on a reporté pas mal d'éditions et on a fait 2 croisières au mois d'octobre l'année dernière avec 2 formats différents. Un premier format où on avait 150 passagers qui étaient que des adultes, ce qu'on a appelé la croisière expert qui était hors vacances scolaires. Ouais. Et on a enchaîné tout de suite derrière par la croisière expert et famille, 250 passagers, dont 90 gamins, puisqu'on était la première semaine des vacances de la Toussaint. Et donc, on a pu accueillir les fameuses familles qui attendaient avec impatience de pouvoir découvrir ce concept et également beaucoup d'enseignants. Ok, et donc là, parle-nous de la prochaine croisière qui arrive en quelques mots alors. Alors, encore un autre projet un peu fou et différent. Cette année, il se passe au mois de septembre et début octobre en France la Coupe du Monde de rugby. Yes. Et donc, comme il y a d'énormes problèmes d'hébergement, il y a une agence qui s'appelle Infinity Travel Sport qui a décidé de privatiser un bateau de croisière pour pouvoir héberger environ 5000 personnes pendant 5 semaines en Méditerranée pour accueillir entre autres des supporters qui viennent des 4 coins du monde voir les matchs de rugby. Okay. Et il se trouve que le monde du jeu étant petit, cet organisateur-là connaît très bien un très bon copain à moi qui m'a dit mais Cédric, j'ai filé tes coordonnées à Christophe, il a un bateau, il a des cabines, toi tu organises des croisières, tu cherches des cabines, vous devriez discuter ensemble. Et c'est comme ça que la connexion s'est faite et que donc là on va pouvoir partager le bateau avec des supporters fans de rugby. Et alors pour l'anecdote, on part le 23 septembre de Marseille et le pape va faire une messe à Marseille le 23 septembre et les équipes du diocèse ont contacté le bateau parce qu'ils sont en galère pour héberger des pèlerins. D'accord. Et donc a priori on aura également au tout début de la croisière probablement un groupe de 500 ou 600 pèlerins qui seront également sur le bateau. Ça va faire une sacrée équipe. Ça va faire une sacrée équipe, d'autant plus que les rugbyman ont prévu de mettre une ambiance de folie avec des animations spéciales. Et je fais confiance aux joueurs pour également apporter leur grain de folie. Alors là, ce serait intéressant de savoir si tu peux trouver un joueur pèlerin et en même temps fan de rugby. Ouais, je pense que statistiquement, c'est tout à fait pesable. Voilà. Tu me diras si tu as trouvé. Et alors, du coup, comment ça s'organise tout ça aussi? Donc, tu m'as parlé de toutes ces contraintes, etc. Mais après, il y a tout ce qui est effectivement animation. Tu proposes des choses ludiques à chaque escale. Donc, voilà, qu'est-ce que tu proposes et comment ça s'organise? Alors déjà, rendons à César ce qui est à César. Les produits traditionnels de croisière, c'est ce que moi j'appelle des temples flottants du divertissement. Donc déjà, il y a plein de trucs qui sont là et auxquels, bien évidemment, les passagers ont accès. Les piscines, les spas, le bateau sur lequel on va partir, il y a des pistes de bowling, des murs d'escalade, des mini-golf. Voilà, c'est des trucs assez impressionnants dans un contexte all inclusive où tu as effectivement la pension complète, des bars, etc. Nous, notre objectif avec Capitaine Meeple, comme je le disais, c'est d'emmener sa passion de tous les jours. Donc, on essaye d'être polyactivité ludique. Donc on a beaucoup de joueurs de jeux de plateau, mais c'est aussi l'occasion d'accueillir des gens qui font du jeu de rôle ou qui vont découvrir et faire leur première partie de jeu de rôle avec des systèmes, des scénarios, des maîtres de jeu qui sont à disposition. Idem pour de la figurine. Okay. Et d'ailleurs l'année dernière, on avait des spécialistes de la figurine qui nous ont amené des tables magnifiques et qui en même temps proposaient par exemple de faire des ateliers de peinture de figurines. Et donc on a beaucoup de gens qui ont découvert la peinture ou redécouvert la peinture. Okay. Donc ça c'était vraiment très chouette. On propose également des murder parties. Et puis après, il y a aussi pas mal d'animations, d'activités qui sont faites ou qui s'improvisent, puisque nous, on va venir avec une petite équipe et des partenaires qui sont là pour faciliter la rencontre entre les gens, les faire jouer. Et est-ce que tu sondes du coup les gens qui vont monter à bord avant sur leurs envies aussi, leurs attentes en termes de jeu? J'ai envie de dire oui, on les sonde, mais on n'en tient pas forcément.
Ok. Non, en fait, l'idée, c'est que... Non, mais si tu t'aperçois que sur les 80% de passagers de la croisière, effectivement, il y a des joueurs de figurines, voilà, ça Ouais, peut... voilà. Non, alors on est d'accord. En fait, le problème, c'est que il faut que nous, on soit vigilants pour ne pas embarquer, préparer des activités qui finalement n'ont pas leur public, parce que on a mis probablement des ressources, du temps, des moyens, des animateurs sur des trucs qui ne fonctionnent pas. Et paradoxalement, chaque activité est un peu en concurrence avec toutes les autres. Mais d'un autre côté, on sonde les passagers, mais on veut leur garder quelques surprises. Donc, on ne peut pas forcément tout leur dire avant. Et puis surtout, les passagers, même s'ils arrivent avec une idée très précise de comment ils ont envie de vivre la croisière, en général, ils se font embarquer par une espèce de tsunami ludique. Ils vont rencontrer des gens avec qui ils vont sympathiser, qui vont leur proposer de faire d'autres activités auxquelles ils n'avaient pas pensé. Et donc, on s'aperçoit que ça bouge énormément. Et le principal enseignement avec lequel on est redescendu de la première croisière, c'est qu'il fallait absolument avoir une organisation la plus agile possible. Ok. Et je vous donne des exemples. À la fin, tu veux faire une murder party, tu es un groupe constitué, vous êtes 6-8. Vous voulez par exemple aller faire la visite et profiter de l'escale le matin. Ok, vous voulez lancer une murder à 7h du matin. On met en œuvre tous les moyens pour faire la murder de 7h à 10h du matin. D'accord. Alors, soit on est capable de faire, on fait et c'est génial. Soit on leur dit, désolé, non, 7h, on n'y arrivera pas. Parce qu'on n'a pas la salle, parce qu'on n'a pas les PNJ, etc. Mais on essaye beaucoup d'être en réaction aux demandes. Ok. Et puis après, on pousse des trucs. Ultra l'écoute. Voilà. Mais ça fonctionne pas mal. Et surtout, on dit aux passagers, cette semaine, c'est vos vacances. Donc vous faites ce que vous voulez. Et donc nous, on va vous proposer, mais dans tous les cas de figure, vous disposez. Rien n'est imposé, voilà. Y a pas... Non, on veut surtout pas. Parce que c'est trop engageant. Un week-end, je peux te flinguer un week-end dans l'année, ça s'est mal passé, t'es venu jouer à une table, t'avais pas envie, etc. Je peux pas prendre ce risque-là quand tu investis une semaine de ton temps. Et en plus, un budget qui est quand même un peu conséquent. Donc, il faut que tu puisses le faire. On a un autre exemple, tu me demandais en termes d'activité ce qu'on propose là pour le coup à terre. On a des livrets jeux qu'on a appelés les Meeple Maps, où dans chaque escale, tu vas pouvoir à terre aller te balader et résoudre, si tu le souhaites, entre 6, 7, 8, 10 énigmes qu'on a disséminées dans la ville à proximité de lieux touristiques où a priori tu es parti pour passer dans la journée. Et au début, on s'est entre guillemets engueulé avec les auteurs parce qu'eux voulaient absolument faire un parcours. Ils voulaient que tu collectes des indices pour résoudre une méga énigme et que si tu faisais tous les livrets de toutes les villes, tu avais la méga super giga énigme. Et on leur disait non les gars, vous n'avez pas compris. Moi je veux que les gens ils descendent en disant tiens ça a l'air cool, je fais une énigme. Et au bout de la moitié de l'énigme ils disent en fait c'est nul. J'ai plus envie, j'ai envie de faire J'ai autre plus chose. envie, ou on en a fait deux, on arrête. Et donc surtout que les gens ne se sentent pas engagés. Et je vais te donner l'exemple contraire où on s'est planté sur la première croisière. Pour les fans de jeux de rôle, ou ceux qui voulaient découvrir, on a créé une campagne de jeux de rôle. Donc une campagne, c'est une succession de plusieurs scénarios que tu vas enchaîner. Et on avait, nous, imaginé une campagne où tu jouais tous les jours sur le bateau un scénario qui avait lieu dans la ville où le bateau avait fait escale. Et le mercredi, journée en mer, le scénario avait lieu dans le bateau. Et donc, on a commencé avec une centaine de passagers qui ont démarré la campagne, ce qui était énorme sur 250. Alors, bien évidemment, au bout de 1 ou 2 scénarios, on a pas mal qui ont lâché le pied. Mais on s'est rendu compte qu'à partir du mercredi, les 60 personnes qui étaient encore sur les tables de jeu ont fait la campagne jusqu'à la fin. Et d'un côté, ils ont dit la campagne était géniale. Mais à la fin de la croisière, ils sont venus voir en disant on a fait trop de jeux de rôle. On a fait que ça. On a fait que ça. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait et en fait, on a les boules. Ils ont eu la sensation d'être passé à côté d'autres trucs. Et tu vois, et là, ils nous ont dit la semaine était géniale, mais on regrette quand même. Ouais, je comprends. Et tu vois, et donc notre boulot, c'est finalement, tu vois, de trouver où est le bon curseur. Le juste milieu, ouais. Et là, à l'inverse, cette année, il y avait plein de scénarios one-shot, des scénarios un peu plus conséquents. Le jeu de rôle était beaucoup plus à la carte. Et finalement, on a été beaucoup moins ambitieux. Et alors, donc, du coup, tu fais bosser des prestataires pour te créer des énigmes, par exemple. Là, je pense, je rebondis là-dessus. Ou c'est toi qui fais des repérages aussi dans les villes? Comment ça se passe? Alors, c'est soit nous, soit les auteurs. Mais effectivement, nous, notre logique, c'est qu'on est une petite équipe de 3 personnes chez Captain Meeple. Qui avons aussi en parallèle d'autres activités. Et on travaille avec des partenaires du monde du jeu qui vont nous amener leurs compétences. Alors les animateurs qu'on recrute et qui viennent travailler sur la croisière, les auteurs qu'on rémunère pour rédiger des énigmes par exemple sur les livrets des Meeple Maps, le scénario de jeu de rôle, la fameuse campagne dont je parlais. Donc effectivement on est dans cette logique là en fait. Et puis à côté on a aussi
des gens qui, parce qu'on se mélange, qui sont des partenaires et qui viennent sur la croisière partager, profiter et qui amènent aussi leur savoir-faire, leur disponibilité. Et puis on a des passagers qui ne peuvent pas s'en empêcher, mais comme dans un festival, et qui se retrouvent à te dire « Ah mais attendez, moi ce jeu je le connais très bien, je vais vous l'expliquer. Ou si vous avez des questions, je suis à côté, surtout n'hésitez pas. » On est dans le partage. Complètement. Et voilà. Et pour les jeux justement, c'est des partenariats avec des éditeurs ? Ouais, alors on a les éditeurs francophones qui nous ont bien identifiés, qui nous soutiennent énormément et qui nous envoient beaucoup de jeux sur la croisière. Et puis on a une équipe magique autour de Yann, qui est un de nos animateurs, qui est un carnet d'adresse international de folie, Romain Bré du Labo des Jeux et Jonathan du Renard Ludique, qui, pareil, tu vois, c'est des partenaires sans être des partenaires, qui animent aussi ce réseau international. Et l'année dernière, on est parti 8 jours après Essonne, et on a ramené un demi-camion de jeux d'Essonne, qui était quasiment introuvable en France, bien évidemment, mais même difficilement trouvable ou accessible à Essonne, grâce à ces 3 personnes qui ont fait des miracles. Donc on a possibilité de jouer à des jeux qui ne sont pas encore sortis réellement sur le marché mais français. Carrément, et c'était même un de mes problèmes à moi, c'est que j'ai culpabilisé parce que les gens qui sont montés sur le bateau, j'avais tellement de nouveautés qu'on avait récupéré 8 jours avant que mon équipe d'animation était incapable de les maîtriser. Et donc moi je suis allé voir des passagers en leur disant écoutez, je suis quand même désolé, là va falloir apprendre des règles. Tu passes ton temps à dépuncher, tu passes ton temps à lire des règles, et les gars ils disent mais je suis en vacances. Mais moi c'est mon pied, m'enlève pas ça. Donc paradoxalement, alors il y en a qui étaient très contents qu'on leur explique les jeux et qui n'aient pas à le faire, mais d'autres au contraire ça a fait un des points. Il y a toujours des bonnes volontés. Il y a toujours des bonnes volontés. Voilà. Et cette année, on a réglé le problème. On part la semaine avant Essonne. Voilà. Donc malheureusement, on sait que ça va être un peu plus compliqué pour avoir des jeux que certains éditeurs vont vraiment réserver en exclu pour Essonne. Alors j'aimerais que tu me parles aussi de la belle histoire de Bienvenue à bord, qui est devenue ensuite On Board. Voilà, le jeu de commande que vous aviez passé pour une des croisières. Ouais, alors ça fait partie effectivement des idées un peu folles sur lesquelles il faut qu'on me canalise. J'ai dit, si j'organise une croisière à thème jeu, pour moi, il n'était pas concevable que les passagers ne repartent pas avec un jeu exclusif. C'était déjà dans ton idée de départ. Carrément. C'est-à-dire que pour moi, c'était la signature de la croisière, en fait. Okay. C'est-à-dire que ceux qui ont fait la croisière ont un jeu qui existe nulle part ailleurs. Et donc, voilà, ils peuvent se la péter. Voilà. C'est ça. Et nous, on peut surtout, entre guillemets, marquer un grand coup en disant, voilà, quand on va au bout de la logique, on pousse le curseur au maximum. Donc vraiment le côté signature. Donc là, évidemment, on s'est dit, il nous faut des auteurs. Donc, quitte à prendre des auteurs, autant prendre des auteurs de renom. Il se trouve que, de fil en aiguille, appartenait, donc 9 mois avant la croisière, je partage quelques journées dans un gîte avec plein de copains, dont Théo Rivière. Okay. On commence à discuter. Et Théo me dit, moi j'ai une société qui s'appelle Kaidama, avec Antoine Boza, avec Corentin Lebras, avec Ludovic Maublanc. Et dans le cadre de cette société, on répond à des commandes. J'ai dit, Banco, moi je te commande un jeu. C'était tout trouvé. Voilà, exactement. Et le jeu, on va l'appeler Bienvenue à bord. J'en avais déjà l'idée. C'est un jeu de croisière. C'est un jeu exclusivement pour 2 joueurs parce qu'on vendait des cabines essentiellement doubles. D'accord. Et l'idée, c'est de recréer quelque chose dans l'univers de la croisière. Voilà, donc ça c'est le thème de les données de départ, quoi. Et ils Exactement. avaient carte blanche ensuite. Ils avaient carte blanche. Alors après, je leur ai demandé d'être raisonnable. On prévoyait de faire que 500 exemplaires. Et surtout à l'époque, on n'avait pas du tout l'idée d'en faire un développement et un jeu commercial. Donc on se voit à PEL en juillet. Au Flip en juillet. Donc là, avec Théo. Quelle année? Dès la première année? 2018. Ah ok. 2018. Ah oui, dès la première. Ouais. On lance la com à PEL le 24 et le 25 juin. On visite le bateau le 26 juin. 15 jours après, on est à Parthenay. Je rencontre Théo. Et je dis à Théo, écoute, de toute façon, nous, on continue avec notre table et nos flyers à aller dans les festivals. Dans un mois, on est à Bruxelles Games Festival au Parc du Cinquantenaire. Ils nous ont autorisé à mettre une table devant parce que toujours pareil, on s'y est pris trop tard, il n'y a pas de stand. Mm-hmm. Et Théo me dit, ok Banco, je te montre la version 1 du proto au Bruxelles Games Festival. Ouais, donc ultra réactif quoi. Ouais. Et moi après je viens du monde du B2B et de la prestation de conseil en entreprise. Donc moi j'ai l'habitude que ça aille très très vite. Okay. Donc moi ça ne me surprend pas. Et donc il me présente un premier prototype sur un coin de table à la buvette autour d'une bonne bière. On découvre le jeu, premier contact plutôt positif. Voilà. Et puis là on donne quelques idées, on réagit.
pour que ce soit plus en lien avec le thème. Et Théo et Kaidama revoient leur copie. 15 jours après, on a une V2. Et on se dit, maintenant, la prochaine étape, c'est rendez-vous à Essen. Et à Essen, j'ai une V2 bis ou une V3 du proto qu'on joue sur une table dans le grand hôtel qui est devant le Metz à Essen. Et là, on valide quasiment la version définitive, puisque derrière, il faut finir la PAO et lancer la production. Oui, parce que ta croisière était en mars. Était en mars. Donc là, Essen, on est en octobre. Ouais. Donc il reste 4-5 mois. Et donc, étape définitive, on présente le prototype à Cannes 3 semaines avant le départ, en même temps que ce prototype qui tourne sur les tables est en train d'être imprimé. Donc tu as eu des retours de joueurs aussi directs de ce prototype sur Cannes. Ouais. Exactement. D'accord. Donc ça a réagi très très vite. Hein. Ça a réagi vite. Alors après, nous, c'est un petit jeu qui est assez simple. Alors rappelle-nous vite fait le pitch. Donc, on board, le pitch, c'est très simple. Vous incarnez un capitaine et vous êtes en compétition avec un autre capitaine pour organiser la croisière la plus plaisante pour vos passagers. Et donc, vous allez devoir ouvrir des cabines pour accueillir des passagers. Et les passagers, selon leur profil, vont vous permettre de déclencher des stratégies de victoire. Et le twist du jeu, la très bonne idée, et en plus ce qu'il faut savoir, c'est que là on est en 2018, donc à l'époque il y a encore très peu de roll and write. Ouais. Alors nous on l'appelle un flip and write, puisque là en fait il y a 60 cartes que les joueurs vont se partager tout au long de la partie, ce qui fait que tu ne sais jamais avec quelle carte tu vas pouvoir élaborer et optimiser ta stratégie. Oui, ce qui est malin, c'est je choisis mais je te laisse l'autre. Et donc à chaque tour de jeu, parmi 3 cartes, le répartiteur va en mettre 2 d'un côté et une de l'autre. Et c'est son adversaire en premier qui choisira quel paquet il prend et quel paquet il laisse. Oui, ça c'est très malin ça. Ouais. Et donc ça crée beaucoup d'interactions. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tu joues perpétuellement parce que même quand c'est l'autre qui partage, tu t'imagines à sa place, voire tu essayes de l'influencer pour qu'il te laisse les cartes dont tu as besoin. Voilà. Ouais, c'est très très malin. Et alors, comment ensuite, effectivement, de ce jeu dédié aux passagers, tu en as fait un jeu commercial parce qu'il y a eu une demande en fait. Ça t'a dépassé en fait un peu derrière. Ouais, ça nous a dépassé. Alors, c'est-à-dire qu'on avait le jeu, on a offert 250 boîtes aux passagers et il en reste 250. Donc ces boîtes-là, on s'en sert comme support de communication. J'en offre aux éditeurs qui nous ont donné des jeux pour les remercier. Dans les festivals, on distribue toujours quelques boîtes aux gens qui viennent tester le jeu parce qu'il y a un bon feeling. On en donne à quelques influenceurs, etc. pour commencer à faire parler de nous. Et puis, ce qui nous surprend positivement, c'est qu'il y a un vrai engouement sur les festivals avec des gens qui nous demandent clairement est-ce qu'on peut acheter le jeu. Et nous, on leur dit non, je suis désolé, nous, on ne vend pas de jeu. Fallait venir sur la croisière. Ce jeu n'est pas en vente. Donc là, effectivement, on a des gens qui sont un peu tristes. Et année après année, devant ces demandes répétées, on a fini par franchir le cap. Et on a décidé de sortir la version commerciale en avril 2022. Version qu'on a bossée pendant le Covid. Et en fait, on en a profité pour réintégrer des petites extensions qu'on avait faites, mais qu'on n'avait pas pu mettre dans la boîte sur le bateau, parce qu'on voulait des boosters de 6 cartes. Et ça, on ne savait pas faire à des prix raisonnables pour seulement 500 exemplaires. D'accord. Voilà, donc c'est une version un peu améliorée, un peu plus complète. Alors, elle est un peu plus complète. On a corrigé quelques petites erreurs en termes d'ergonomie. On a changé un symbole qui était un peu confusant, tu vois, ce genre de choses. Et puis l'autre point sur lequel on a quand même beaucoup travaillé, c'est que on a voulu accompagner cette prise de conscience qu'il y a chez certains éditeurs pour faire des jeux qui soient le plus éco-responsables possible. Et au même moment, il y avait eu une étude publiée par l'Union des éditeurs de jeux qui expliquait que si tu voulais réduire ton empreinte carbone, il n'y avait pas d'autre choix que de compacter le matériel. Ouais. Et de ne mettre finalement que le strict minimum. Et donc on est allé au bout de cette logique. Donc on a une toute petite boîte qui n'est pas très épaisse. On avait un énorme carnet à souche qui était très lourd, donc qui coûtait cher en transport, qui prenait de la place dans les cartons. Et on a remplacé ça par une petite feuille pelliculée. Voilà. Et on a enlevé une cale, c'est tout bête. Mais la cale en carton qu'on avait dans notre grosse boîte, 500 exemplaires, elle n'existe plus. Et on évite le gâchis des feuilles aussi. Voilà, exactement. Ouais. Et puis, étape ultime, on en a aussi profité pour faire fabriquer notre jeu en France, pour également réduire les délais de fabrication.
Et puis surtout les distances de transport, là où la première version avait été imprimée en Pologne. Et du coup, tu en as produit combien? Comme ça, des exemplaires? Alors nous, on est des fous. Ah oui, on a compris depuis Donc le nous, début. on en a produit 10 000 exemplaires parce qu'on pensait que ça allait se vendre comme des petits pains. Et c'est là où on a découvert ce que c'était que le métier d'éditeur, un peu tardivement. Ouais. Et donc, ça a été un peu plus compliqué. Mais non, le jeu s'est quand même bien implanté, mais on n'a pas encore écoulé nos 10 000 exemplaires. En fait, l'erreur qu'on a faite, c'est que comme sur les festivals, on avait d'excellents retours, on pensait que le bouche à oreille suffirait et on n'avait pas du tout conscience de l'extrême difficulté qu'ont les ludicaires actuellement à implanter tous les jeux dans leur linéaire compte tenu du rythme effréné de sortie des nouveautés, puis ensuite de faire des réassorts. Et donc, on a eu plus de difficultés à implanter le jeu en boutique, faire qu'il soit suivi. Puisque le réseau de distribution, c'est aussi du boulot. Ouais. Et que ça suive. Alors que à côté de ça, il y a aussi, et c'est tout à fait normal, plein de vrais éditeurs de jeux qui, eux, jouent à chaque sortie leur survie ou presque, et qui donc prennent aussi de la place dans les linéaires. Donc voilà. Et alors, il y a quand même ce ticket d'or aussi. Et il y a eu cette idée-là quand même. Il y a eu cette idée-là. Et donc, dans les 10 000 boîtes... Comme dans Charlie et la chocolaterie. Il y avait 1000 boîtes qui étaient réservées à de la promo, donc on en a distribué beaucoup, etc. Et dans les 9000 boîtes qui sont prévues pour les boutiques, on a mis 3 tickets d'or, effectivement, qui permettent de gagner une cabine sur nos prochaines croisières. Donc nous, on pensait que toutes les boîtes et les tickets seraient gagnés avant la croisière de 2022. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc on était hyper frustrés. Parce que nous, on voulait vraiment que des gens gagnent. On trouvait ça vraiment dans l'esprit Captain Meeple. Et là, on a une très bonne nouvelle. Sortilège Angers, Sophia a gagné le premier ticket d'or le 28 décembre 2022. Donc elle sera avec nous sur la croisière 2023. Et il reste donc dans les boîtes d'onboard encore 2 tickets d'or. Donc voilà, achetez des onboard. Il faut se ruer sur le Et jeu. surtout, ouvrez vos boîtes et jouez. Oui, bien Parce sûr. que ne mettez pas un onboard dans votre pile de la honte. Vous seriez un peu dégoûté si vous aperceviez que nos tickets d'or, ils sont là, quoi. Ça, c'est clair. Ouais. Et ils ont une durée de vie, les tickets d'or? Non. Nous, là-dessus... Donc ceux qui, effectivement... Alors même si c'est écrit sur le ticket d'or, c'était écrit dans le règlement qu'ils étaient valables pour la croisière 2022. Non, il n'y a pas de souci. Ceux qui nous présenteront les tickets d'or numéro 2 et 3 seront les bienvenus sur la croisière de leur choix. Et alors, il reste de la place sur la croisière 2023? Ouais, alors en 2023, oui, puisque comme c'est une opération un peu spéciale à fréter, on n'a pas de problème de quota. On n'a pas été obligé de réserver des cabines à l'avance en espérant, là, je peux encore en demander. Ok, donc c'est jusqu'à quand, grosso modo, si on veut se renseigner? Là, on va dire fin juillet, début août. Après, ça va commencer à devenir plus compliqué à organiser, et pour les futurs passagers et pour nous. Donc voilà. Ok, on est toujours en Méditerranée. On est toujours en Méditerranée, on part de Marseille et on va visiter quelques ports en France. Il y a Toulon, il y a Cannes, et après on va en Italie avec Livourne, avec Naples, avec Civitavecchia qui permet d'aller à Rome, voilà. Alors c'est combien c'est une année de boulot pour préparer la croisière suivante ou tu es déjà en train de travailler sur la prochaine? Honnêtement, on répète pas mal de choses qui commencent à se stabiliser. Donc j'ai envie de dire, c'est moins de boulot. Il y a aussi un truc qui est énorme, alors même si on a encore énormément de progrès à faire en matière de communication. Aujourd'hui, nos passagers sont fabuleux, ils nous remplissent le bateau. Il se trouve qu'on leur fait une remise spéciale dont ils peuvent faire bénéficier les gens qui les accompagnent. Donc il y a aussi des gens qui viennent avec eux, mais aujourd'hui c'est 40% du remplissage du bateau. Et après, c'est le bouche à oreille, les gens qui nous suivent, les opérations de com que l'on fait. Donc voilà. Ok. Et après, finalement, comme sur le bateau, on doit être agile, il faut qu'on soit léger. Donc c'est pas une logistique de malade. Non, le gros boulot, c'est d'animer la relation avec les éditeurs pour qu'ils nous envoient les boîtes de jeux, qu'on les récupère. Et puis après, qu'on veille à ce que la communication passe bien entre nous, le partenaire qui a le bateau et la compagnie qui opère le bateau pour éviter du stress gratuit, quoi. Et tu as combien de personnes, du coup, Captain Meeple à bord, en finale? Là, on va être 250, 300 peut-être. Ça dépend si on a quelques groupes qui viennent via des CE, avec des groupes de joueurs qui vont peut-être s'inscrire. Ça, c'est une piste qu'on vient de tester. Non, je te parlais du personnel, Captain Meeple, parce que là, ça me paraît beaucoup. Non, on va être avec quelques partenaires qu'on convie entre 20 et 25. D'accord. Voilà.
Ok, à peu près 10% quand même. Ouais. Ok. 10% à peu près, ouais. Ok, bah écoute, on a fait pas mal le tour de la croisière. Est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu de l'activité aussi d'animation de Capitaine Meeple? Oui, alors ça, je vais en parler rapidement, mais pour ceux qui nous ont vus en festival, sur notre espace Capitaine Meeple, on a très souvent des jeux d'autres éditeurs, voire même parfois des t-shirts d'autres éditeurs. Il se trouve que depuis 2 ans maintenant, comme nous on se déplaçait beaucoup et que ça représente des coûts, on a proposé à un certain nombre d'éditeurs de mutualiser ces coûts. Et on leur propose, dans notre espace Capitaine Meeple, d'avoir des tables qu'ils louent. Donc c'est une manière pour eux de participer et nous d'amortir ces coûts. Et donc nos équipes présentent ces jeux-là. Et donc on peut être avec 4 ou 6 tables en appoint sur des petits festivals. Et à l'Alchimie du jeu, il y a 2 mois, on avait 15 tables. Et 6 éditeurs différents qui étaient représentés. Ok, donc ça c'est régulièrement sur la plupart des festivals en France. Enfin, combien à peu près de festivals on peut vous trouver? Une vingtaine, je crois. Ok, ouais, donc. Et maintenant, on est même arrivé à un stade où, sur certains week-ends, on a 2 équipes en parallèle parce que on est présent sur 2 festivals. Puisque comme on a aussi des éditeurs qui nous demandent de présenter leurs jeux, c'est aussi un peu eux qui font notre planning. Même si on prend toujours beaucoup de plaisir à aller voir des festivals où on n'a jamais mis les pieds en 4 ans. Parce qu'on se rend compte que les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est loin de tout faire. Et qu'il y a plein de gens qu'on rencontre en festival qui ne savent même pas qu'on existe. Il n'y a rien de tel que le contact. Hein. Ouais, exactement. Le B2B, comme et qui rêvent de venir en croisière avec nous. Ouais, c'est ça. Écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cet échange? Alors, oui, vous allez également voir apparaître dans quelques semaines et quelques mois un nouveau format qui est le Meeple Club. Okay. C'est-à-dire qu'on essaye d'apporter dans des événements ludiques existants ce que moi j'appelle, de manière un peu pompeuse, l'esprit Capitaine Meeple. Alors peut-être que vous avez vu à Cannes cette année sur notre stand, on avait des tables et des chaises et une ludothèque qui était à disposition pour jouer dans de bonnes conditions. Plus frigo avec boissons, trucs à manger, ce qu'on retrouve un peu sur la croisière. Et là, à Parthenay, pour la 2e année consécutive, on va avoir un local de 100 mètres carrés, des animateurs, des nouveautés et pareil, des conditions qu'on veut les plus confortables possibles pour jouer, avec toujours cette idée d'être au service des joueurs. C'est-à-dire qu'on ouvre le matin et on ferme quand le dernier joueur souhaite partir. Ok, donc ça peut durer longtemps. L'année dernière, ça a duré longtemps. Puis comme il y avait une petite canicule, la nuit il faisait frais, donc finalement on... Donc en fait, ça ne fermait pas du tout. Donc ça ne fermait pas du tout. Voilà, okay. Donc d'ores et déjà, on sera présent à Parthenay cette année. On sera présent aux soirées off de Vichy Public. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place avec les organisateurs. Donc on fera pour notre carte de membre, c'est ça? C'est une petite carte de membre? Non, c'est accès au grand public. Mais si vous êtes membre, vous aurez accès à des avantages, des bénéfices, des jeux gratuits, un frigo avec des boissons open bar, l'esprit Capitaine Meeple. Ok, donc voilà. À suivre sur le site internet. Okay. Et puis surtout, c'est essayer de proposer aux éditeurs un nouveau canal pour faire jouer leurs nouveautés. Là où aujourd'hui, ils ont besoin de leur donner de la visibilité, mais il y a plein d'acteurs, à commencer par ta chaîne. Mais là, de dire non, on fait jouer à vos nouveautés. Ok. Et voilà, et pour la petite histoire, si vous vouliez jouer au dernier jeu de Stefan Feld, Marrakech, ou si vous vouliez jouer à Revive à Cannes, les 2 boîtes étaient sur notre stand du Meeple Club, parce qu'il n'y avait pas de boîte de Marrakech nulle part. Et la seule boîte de Revive qui était disponible était pour les boutiques pro côté Matago. Donc Matago nous envoyait des gens jouer chez nous. Il faut bien ouvrir ses yeux alors. Voilà. Ou si vous vouliez jouer à Arc Nova l'année dernière à Parthenay, comme il faisait très chaud et que Philippe avait dû supprimer des tables en plein soleil, il n'y avait plus de tables de Arc Nova. Donc il disait aux gens, allez jouer au Meeple Club. La nuit. Il y a un Arc Nova, il y a un animateur, jour et nuit. Jour et nuit, oui, super. Donc voilà. Je te propose de terminer ce podcast par un petit portrait chinois ludique. On y va. Voilà, c'est 3 petites questions. Parce que forcément, tu es un joueur. Oui. Voilà, ça se pose même pas la question. Donc, si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu? Plutôt solo, coopératif, semi-coop, compétitif? Alors, clairement compétitif. Et pour moi, il faut que tu retires solo de ta sélection. Parce que pour moi, un jeu de solo n'est pas un jeu de société. Ouais. Mais voilà, ça c'est un parti pris. Voilà. Donc, chers éditeurs, arrêtez de mettre des modes solo dans vos boîtes de jeux, quoi.
Je comprends pas l'intérêt. Ouais. Ça, si tu te fais larguer du jour au lendemain et puis que voilà, tu as envie de jouer à ton jeu quand même. Bah, si tu te fais larguer, tu vas trouver des gens avec qui jouer et comme ça tu seras largué moins longtemps. C'est vrai, je suis bien d'accord avec toi. Il y a peu de chances que tu te remaques avec ta boîte de jeu en fait. C'est vrai. Si tu étais une mécanique de jeu, est-ce qu'il y en a une particulière qui te définirait bien? Alors moi j'aime bien tous les jeux à mécanique. Engine building, où tu vas mettre en place une stratégie avec de la gestion de ressources, essayer d'optimiser tout ça. Donc voilà, moi à titre perso, je suis plutôt un joueur d'Eurogames. Voilà. Ok. Et alors si tu étais un auteur de jeux de société? Cédric Bouchet, auteur de jeux de société, parce que moi je crée des jeux depuis une vingtaine d'années qui sont des jeux de formation. Voilà. Et puis j'ai également eu l'occasion de collaborer à pas mal de jeux, alors souvent sous l'angle du regard critique, test de proto, et puis j'ai également répondu à quelques commandes de jeux, donc voilà. Ok, écoute, à refaire un podcast spécial là-dessus alors. On pourrait. Ok, ça marche, je note. Et alors, dernière question, est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller, à interviewer pour un prochain podcast? Elle est terrible cette question. Alors j'essaie de prendre 15 secondes de réflexion pour faire une réponse intelligente. Je me mets la pression. Alors, j'ai envie de dire, Accessi Jeux, mais tu les as peut-être déjà interviewés. Non, pas encore. Qui est une association qui milite pour rendre les jeux accessibles depuis des années, qu'on voit en festival, qui reformate, redesign des jeux pour les rendre accessibles aux non-voyants ou aux malvoyants. Depuis quelques mois, ils travaillent très activement pour mettre en place, avec des éditeurs qui le souhaiteraient, un label pour rendre les jeux plus accessibles pour les daltoniens. Ok. Donc là, il y a beaucoup de choses qui passent. Je sais qu'ils ont régulièrement des parrains qui sont des auteurs de jeux. C'est Théo Rivière, voilà, je crois. Il y a eu Théo, je sais que Roberto Fraga aussi oui. Fait pas mal de choses avec eux. Donc j'ai envie de dire, c'est important de mettre en lumière tout ça, mais je vais aussi en profiter pour vous dire que l'accessibilité, c'est pas que les malvoyants ou les non-voyants. Et je dis pas ça parce que je suis borgne, et donc je me sens concerné. Mais par exemple, dans le sud de la France, à Montpellier, à Toulouse, on voit des interprètes en langue des signes qui sont disponibles pour les tables, qui sont identifiés visuellement avec des ballons gonflables. Donc tu les vois, et toi en tant qu'éditeur ou animateur, et que tu as des gens qui sont malentendants ou sourds, eh ben, tu veux expliquer le jeu, tu appelles et tu as un interprète qui vient. C'est super. C'est génial, et donc ça permet vraiment de montrer que le jeu il est hyper inclusif et que on peut vraiment asseoir n'importe qui à une table de jeu, parce que de toute façon l'important c'est l'expérience qu'on va partager, et moi je vais être cash, quitte à déformer, ajuster le jeu. Ouais. Le jeu c'est le moyen du moment qu'on va passer ensemble. Tu vois, et l'inclusivité pour moi c'est quelque chose d'essentiel, et au même titre que j'ai été hyper frappé sur la première croisière. On avait quelques personnes en situation de handicap mental avec des formes plus ou moins légères ou fortes, et il y a eu des moments magiques. Alors pas tous nos passagers se sont montrés exemplaires, mais ces personnes-là se sont jamais senties exclues et elles ont tout le temps été intégrées. Et c'était chouette. Voilà. C'est super. C'est ça l'esprit aussi Capitaine Meeple. Oui, puis l'esprit global du monde du jeu. C'est vrai, globalement, c'est très ouvert. Mais nous, on le fera. Moi, hier, il y avait une pauvre personne avec une carte PMR qui poireautait dans la queue. Et elle avait sa carte PMR. Je lui ai dit, tu viens avec moi parce que tu vas passer en première sur la file exposant. Et je l'ai fait passer devant tous les autres exposants sans me poser de questions. Oui. Parce que pour moi, il y a des choses qui sont évidentes, et que c'est des gens qui galèrent tellement que... faut leur faciliter les choses. Ouais. Exactement, voilà. Super, écoute, merci beaucoup. Et je te propose qu'on termine le podcast comme on termine les vidéos, avec notre petite phrase habituelle. On va la faire ensemble. Alors, avec Capitaine Meeple, tu joues ou quoi? Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci également pour vos commentaires encourageants sur les réseaux sociaux. Je pense à GameStef7169 ou encore à Valetane lors des 2 derniers épisodes. Je vous donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines pour l'interview de l'illustratrice Maud Chalmel. Restez à l'écoute et à bientôt sur le podcast Tu joues ou quoi?